Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon book haul, pas du tout, mon point lecture du mois d'octobre, pendant lequel j'ai réussi à lire 7 livres, donc 2 de plus par rapport à ma moyenne habituelle, puisqu'en général j'en lis environ 5. J'ai pris du temps pour lire cette fois-ci, ce qui est pas plus mal. Je vous retrouve de façon un peu décontractée. Je suis en télétravail depuis le début de la semaine, donc je fais moins d'efforts, en tout cas vestimentairement parlant, mais ça ne m'empêche pas d'avoir plusieurs choses à vous dire concernant mes lectures. Donc on commence tout de suite avec le premier roman que j'ai lu pendant ce mois d'octobre, qui est La Voix de l'Archer de Paulo Coelho. Je vous mets ici la couverture puisque je ne l'ai plus dans ma bibliothèque, je l'ai offert à une amie très proche. Et dans ce roman, on va suivre le grand maître Tetsuya, qui est un maître archer, enfin il l'était. Depuis il s'est installé dans un village discrètement, où il est menuisier, il me semble, de mémoire. Et un jour, un jeune garçon du village va lui amener un étranger qui veut le défier au tir à l'arc. Et c'est ce jour-là que ce jeune garçon va découvrir l'art de maître Tetsuya, et il va lui demander de lui apprendre. Donc sur le chemin du retour, en fait, il va simplement lui expliquer ce qu'est l'art du tir à l'arc. Et en fait, l'auteur dans ce roman nous fait une métaphore entre le tir à l'arc et notre façon de vivre. C'est une espèce de conte. Il y a des très jolies illustrations de... Alors je ne me rappelle plus le nom, je vais vous dire. Christophe Niemann. Sans les lunettes en plus pour lire, c'est un peu la cata, mais c'est pas grave, j'ai réussi. Christophe Niemann. Donc ça fait ce roman fait un espèce d'effet conte, mais il nous fait réfléchir en fait sur nos choix, sur nos doutes, sur nos peurs, sur notre façon de les affronter, sur notre façon d'encaisser les échecs, de voir nos réussites, etc. Et c'était vraiment très très intéressant à lire. J'ai trouvé quand même la première partie du roman beaucoup plus intéressante que la deuxième partie, puisque la première partie, vraiment ce rapprochement entre la façon de faire du tir à l'arc, de tirer une flèche, etc., de se positionner, était vraiment très proche de... enfin, la métaphore était très facile à comprendre par rapport à la vie de tous les jours, notre quotidien. La deuxième partie, c'était un peu plus, je ne vais pas dire tiré par les cheveux, mais moins évident en tout cas. Donc j'ai préféré quand même toute la première partie du roman. Et pour les personnes qui aiment un peu ce genre de livre, je le recommande parce que c'était vraiment très intéressant. Cependant, j'ai préféré, moi, L'Alchimiste, qui est le seul autre livre de l'auteur que j'ai lu, et je l'ai trouvé beaucoup plus profond, on va dire. Voilà. Donc, pour cette première lecture, je chaîne tout de suite. Alors, je prends toujours, comme d'habitude, mon petit carnet. Donc, si je baisse les yeux, je m'en excuse. C'est juste que je visualise mes notes. Donc, ma deuxième lecture de ce mois d'octobre, c'était, il est là, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury dans la collection Folio SF. Donc dans ce roman, on suit Montag, qui est un pompier, sauf que nous sommes dans une espèce de futur où le monde a décidé de brûler les livres. Donc c'est pour ça que cette version était super et que j'ai craqué dessus, parce que franchement... Voilà, donc les pompiers, au lieu d'éteindre les feux, les provoquent, c'est-à-dire que si vous êtes un contrevenant et que vous avez décidé de conserver des livres et que vous êtes dénoncé en général par vos charmants voisins, les pompiers arrivent et brûlent votre maison. Voilà. Vous n'avez droit qu'à des espèces de télé-réalités débiles qui vous mangent le cerveau. Donc on suit Montag. Et un jour, Montag rencontre une jeune fille dans la rue qui va lui poser quelques questions sur sa vie, sur sa façon de mener sa vie. Et ça va ouvrir un peu l'esprit de Montag, on va dire, et il va commencer lui-même à se poser des questions sur les livres, pourquoi on les brûle, pourquoi le monde est devenu comme ça, etc. Donc c'est un roman qui est toujours d'actualité, alors qu'il a été écrit en 53, je crois. Oui, publié en 1953, donc... c'est pas hier. Donc ce roman nous fait nous interroger sur le rôle de la culture dans nos vies. Et c'est pour ça, c'était vraiment très intéressant. Par contre, il faut vraiment s'accrocher parce que le style de l'auteur est plutôt difficile dans le sens où
il est vraiment en adéquation avec le thème du roman, c'est-à-dire que dans ce roman, il est prôné comment dire? Je ne sais pas comment m'exprimer. Il est prôné le fait de ne pas d'avoir un minimum d'émotions pour ne pas être triste, pour ne pas être euh, en colère, pour ne pas être énervé, etc. Donc, il est prôné le manque d'émotion, le détachement, la froideur. Donc, du coup, ben, c'est un peu comme ça qu'est le style. Il est froid, il est détaché, et on ne s'attache pas aux personnages, on les suit de l'extérieur, enfin, principalement Montag, hein, puisqu'on ne parle quasiment que de lui hein, dans le roman. Mais voilà, il y a peu d'émotions. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait de nous faire réfléchir sur le rôle de la culture dans nos vies. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec, dans un tout autre genre, Rose éternelle de Ophélie Duchemin dans la collection, non, aux éditions pardon, Plume Blanche. Dans ce roman, c'est une revisite en fait du conte de La Belle et la Bête. Alors déjà, les éditions Plume Blanche font un excellent travail de couverture, enfin d'illustration et d'édition, hein, puisqu'ils font, alors je vais peut-être pas vous prendre ça dans les pages, voilà, des en-têtes de pages super jolies, enfin voilà, c'est vraiment, les livres sont vraiment très beaux chez cet éditeur. Donc là, on est dans une revisite de La Belle et la Bête, on suit Méliane. Méliane, bon, il y arrive, je ne peux pas vous raconter parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait le quatrième de couve est plutôt succinct, donc je ne voudrais pas trop vous en dire. On suit Méliane qui, par un concours de circonstances plutôt désagréables, on va dire, va se retrouver devant la mairie Lara, je ne me rappelais plus, au pied du mairie Lara. C'est cet arbre-là, donc un arbre avec des roses, et c'est là qu'elle va rencontrer la bête. Ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus fouillé que dans La Belle et la Bête classique. Il y a des trahisons, il y a des complots, il y a une quête du pouvoir, il y a vraiment un questionnement intérieur, des remises en question, etc. C'est vraiment très fouillé, vraiment super intéressant. On s'attache beaucoup aux personnages, enfin moi particulièrement à certains personnages secondaires en particulier. Parce qu'en fait, Méliane au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher à elle. Il y avait certaines de ses réactions voilà, ou des choses qui étaient logiques et qu'elle elle percutait pas. Enfin voilà, des fois, au début en tout cas, j'ai eu un peu du mal avec Méliane. En plus, au niveau de l'écriture, il y a un espèce de... Enfin, l'autrice a une espèce de façon, parfois, dans le même chapitre, de changer de point de vue. Donc c'est intéressant dans le sens où, du coup, on voit la scène dans sa globalité, puisqu'on a le point de vue de plusieurs personnages, mais parfois c'est un peu déstabilisant. Une fois qu'on a compris, qu'on s'y est fait, qu'on a compris cette façon de fonctionner, enfin en tout cas moi, une fois que j'ai réussi à m'habituer à cette façon, à ce style, je suis enfin rentrée dans l'histoire et après ben, ça a filé tout seul, hein. Les péripéties s'enchaînent, il y a quand même des moments terribles, enfin j'en pense à un en particulier où ben, voilà, on se dit on est loin du conte gentillet de La Belle et la Bête quand même, hein. Donc ben, c'est un roman que je conseille parce que quand même il est vraiment riche en événements et riche en émotions, donc je vous le conseille si vous aimez bien ce genre au niveau des revisites de contes. Ensuite, j'ai enchaîné avec Les mots bleus de Christine Ferry-Fleury chez Gulfstream dans leur collection Echo. Donc encore un autre genre. J'ai vraiment fait très éclectique pour ce mois d'octobre. Donc dans ce petit roman, hein, parce qu'il fait à peine... excusez-moi, je vais essayer de... Oui, 190 pages, donc vraiment, il s'est lu très très vite. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai lu autant de livres, puisqu'il y avait des petits livres comme ça au milieu. Donc dans ce roman, on suit Armelle, qui aime les filles, voilà. Elle le sait depuis environ 3 ans, elle a 17 ans je crois au moment du roman. Je ne me rappelle plus, mais elle le sait depuis environ 3 ans, mais sauf que là, ses camarades de classe le découvrent. Donc là, elle va être
l'objet d'injures, de préjugés, de mise à l'écart, etc. Donc, et quand ses parents vont le découvrir, tout simplement, ils vont la mettre dehors. Voilà. Donc on suit Armelle qui a été forcée de prendre ses clics et ses claques et de se retrouver à la rue. Alors, j'ai été bouleversée par ce livre. Alors, pour des raisons personnelles que je n'évoquerai pas ici, mais l'histoire d'Armelle est extrêmement touchante et extrêmement révoltant. Voilà, révoltant parce qu'on se demande comment il est possible que certaines personnes puissent réagir de cette manière, d'autant plus face à leur propre enfant. Pour moi, c'est juste inconcevable. Et je pense qu'il faut des livres de ce genre pour faire comprendre que ça existe. Parce que justement, quand on est comme moi, qu'on ne peut pas imaginer que certaines personnes soient capables de ça, voilà, il faut des mots, il faut des textes pour mettre ce genre de choses sur le papier et faire ouvrir les yeux aux gens. Donc, même si je savais que ça existait, je trouve que ce roman m'a permis, en tout cas, de vraiment le concrétiser, en fait, de pas me dire que c'est juste... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment bouleversant parce que on- tant qu'on l'a pas vécu ou vu vraiment dans notre entourage ou quoi, enfin moi, même si je le savais comme je vous le disais, c'est difficile de se rendre compte à quel point c'est réel, quoi. Voilà. Et voilà, enfin, rien que d'en parler, ça me... ouais, enfin, bref, j'ai vraiment été happée par ce livre. Je l'ai lu en 2 jours, je crois, enfin, vraiment, je l'ai dévoré. Euh, et heureusement, quand même, il y a une note d'espoir parce qu'il faut, il faut savoir aussi que au grand... J'en perds mes mots. Qu'heureusement, il y a des gens, tout le monde n'est pas dans le rejet, tout le monde n'est pas dans le mépris, bien évidemment, et encore heureux. Et donc, il y a quand même une note d'espoir dans ce roman. Et il y a aussi, ce qui est, je trouve, super, à la fin, des coordonnées d'associations, voilà, pour les jeunes qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Et qui ont besoin d'aide, qui ont personne pour les soutenir, parce que c'est important de trouver du soutien. Et du coup, voilà, je trouvais ça vraiment très très bien de la part de l'autrice et des éditions d'avoir fait ça. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ce roman parce que j'ai du mal à trouver mes mots tellement ça m'a... Voilà. Et voilà, je vais arrêter là et je vous conseille très fortement de lire ce roman. Alors, on va passer à autre chose d'un petit peu plus gai, quoique. J'ai ensuite enchaîné avec Astronomie de Johanna Marines. Alors moi, j'ai la version qui était sortie chez les éditions Montflot. Il faut savoir que ce livre vient d'être réédité chez Snag, les éditions Snag, sous le titre Oxygène. Je vous mets ici la petite couverture. Dans ce roman, on suit... Alors, je ne me rappelle plus le nom de la jeune fille. Je regarde si je me le suis noté. Désolée, je suis obligée d'approcher un peu le carnet parce que mes yeux, c'est pas possible. Maya, voilà. On suit Maya. Maya qui fait partie... alors là, c'est pareil, le 4e de couve est assez long, mais il en dit très très peu sur l'histoire. On sait simplement qu'on est dans un monde où l'air n'est plus respirable et dès la naissance, on vous greffe des bonbonnes d'air dans le dos pour pouvoir survivre. Il y a des castes et en fonction de votre caste, vous avez des bonbonnes qui ont une durée d'oxygène différente. Donc les plus bas ont 2 heures ou 4 heures d'oxygène, je ne sais plus. Les moyens ont 16 heures ou 20 heures, enfin je ne me rappelle plus le nombre d'heures, mais c'est pour vous donner une idée. Et la caste supérieure a 2 jours de réserve dans son dos. Donc là, on suit Maya qui fait partie de la caste du milieu et qui va se retrouver dans
par un concours de circonstances, a enquêté sur la mort de son père, qui est l'un des descendants de ceux qui ont inventé ce fameux système de bonbonne dans le dos. Et avec son meilleur ami, ils vont s'engager dans une quête pour trouver des réponses sur comment et diriger leur monde, pourquoi et ce qui est arrivé, etc. Donc c'était très sympa. C'était plein de rebondissements, c'était plein de péripéties. On s'attache au personnage pendant tout au long de ces péripéties. On se dit que ben, ça pourrait probablement arriver si on continue comme ça avec nos mauvaises habitudes qui détruisent la planète. J'ai trouvé la fin, c'était une espèce de feu d'artifice, enfin c'était très dynamique et voilà, si vous voulez une lecture qui est punchy un peu, qui bouge bien, voilà, vous pouvez vous tourner vers ce roman. J'ai juste eu un petit bémol sur la fin parce que j'ai trouvé qu'il y avait un personnage en particulier qui était un petit peu oublié, mais vraiment c'est un détail, vraiment, parce que ce roman est vraiment super sympa. Ensuite, l'avant-dernier que j'ai lu pendant ce mois d'octobre, c'est La Passe Miroir, le tome 2, Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos, sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'avais lu le tome 1 il y a début d'année dernière, je crois. J'avais commencé cette lecture, ceux qui me suivent connaissent cette péripétie en début d'année, sauf que arrivé, je ne sais plus, à 300 pages, je crois, donc un peu plus de la moitié, je me suis rendu compte que mon exemplaire, il manquait des pages. Voilà, donc petit problème d'impression, sauf que c'était pendant le confinement, donc bon, j'ai contacté Gallimard Jeunesse qui m'a gentiment renvoyé un roman entier, mais ça m'a fait une grosse coupure et du coup j'avais pas repris ma lecture, voilà, j'étais passée à autre chose. Du coup je me suis remis dans ce roman et je l'ai recommencé à zéro, donc puisque j'avais peur de ne pas savoir, ne plus trop me rappeler où est-ce que j'en étais, le pourquoi du comment, donc j'ai tout recommencé. Bon, c'est pas très grave, ça se lit très très vite, pour ceux qui connaissent. Dans le tome 1, donc on suit Ophélie, on est dans un monde où les gens vivent sur des arches qui sont un peu suspendues, le monde a éclaté apparemment, et Ophélie vit sur Anima je crois, je me rappelle plus, bref. Et elle va être promise à l'intendant d'une autre arche. Donc elle va être envoyée au pôle où elle va rencontrer son futur fiancé et les complots de cour, puisque le pôle, contrairement à Anima où elle habitait, c'est un espèce de royaume, royauté, enfin ça tourne un peu dans cet esprit-là, avec les complots de cour qu'on connaît dans une royauté classique. Donc, elle va rencontrer Thorn et ça va pas du tout être le charmant fiancé qu'elle aurait espéré. Bref, dans le tome 1, j'avais trouvé l'écriture, enfin pas l'écriture, l'histoire, j'avais personnellement trouvé que c'était fouillis, qu'il y avait beaucoup d'informations. Alors c'est sûr que le monde est très très fouillé, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant dans ce sens-là parce que vraiment Christelle Dabos a créé un univers foisonnant, donc vraiment. Mais sauf que du coup, dans le tome 1, ben, ça m'a un peu perdu parce qu'il y avait beaucoup d'informations, les relations entre les personnages, les systèmes de magie, parce qu'il y a un peu de magie. Voilà, donc le premier tome, c'était pas... Je l'ai aimé, mais sans plus. J'ai continué la série parce que, il faut bien le reconnaître, cette série est très très bien perçue par le public, donc je me suis dit je vais continuer, et notamment ce tome 2 qui est souvent le mieux noté. Et j'avoue que j'ai vraiment préféré ce tome 2 où j'ai trouvé que les scènes s'enchaînaient beaucoup plus facilement, alors peut-être que je suis du coup bien imprégnée de l'univers et que du coup j'avais besoin de moins d'explications et tout était beaucoup plus clair. En tout cas, j'ai trouvé cette lecture beaucoup plus agréable que le tome 1. Voilà pour l'avant-dernier. Et le dernier que j'ai lu pendant ce mois d'octobre, c'est Sans elle de Liam Foss, sorti aux éditions Inceptio. Donc dans cette histoire, on suit Adam, c'est ça. Adam qui malheureusement perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Et au moment où il commence, ça dure
un moment avant qu'il arrive à remonter la pente, mais au moment où il commence à remonter la pente, il y a quelques phénomènes qui le replongent dans cet accident et dans cette perte. J'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, il ne faut pas s'attendre à un thriller ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même vendu un peu comme ça, derrière il y a écrit par l'auteur du thriller Cry for Help, voilà. Sauf que là, enfin pour moi en tout cas, ce n'est pas un thriller. J'ai trouvé ça plutôt comme un roman un peu psychologique, puisqu'on est dans la tête de David tout au long du roman. Et on a déjà toute la première partie. Alors il n'est pas très long, il fait 340 pages, et sur le premier tiers à peu près, vraiment dans la tête d'Adam qui essaye de survivre, c'est bien le mot, hein, à la disparition de sa femme et sa fille. Donc sa fille avait 5 ans je crois. Pardon. Et donc on a ces 100 premières pages à peu près où on est vraiment dans sa tête, on est dans sa déchéance, on est dans sa dépression, et on suit son cheminement, pourquoi il est comme ça, pourquoi il n'arrive pas à remonter la pente, il voit sa femme et sa fille en fantôme, enfin voilà. Donc cette première partie était vraiment très intéressante dans le sens où on était vraiment dans la tête d'Adam pendant cette période très difficile. Mais c'est après que ça devient encore plus intéressant, bien sûr, puisqu'il se passe quelque chose qui fait que Adam, au moment où il commence enfin à remonter la pente, où il commence un petit peu à sortir de cette dépression, il va y avoir un événement qui va le replonger dans l'accident, en fait, et surtout dans les causes de l'accident. Et du coup, il va commencer une petite enquête sur la disparition, sur cette disparition. Donc la deuxième partie était plus intéressante, même si on va dire que l'enquête, c'est pas vraiment, enfin pour moi en tout cas, ça n'a pas été le sujet principal. On va dire que vraiment, on est toujours dans la tête d'Adam, et c'est vraiment dans son cheminement psychologique qu'on est, et c'est vraiment là que c'est très intéressant. En plus, j'ai bien aimé la relation entre les personnages parce qu'on n'est pas dans un éternel conflit. C'est très intimiste. J'ai trouvé qu'ils en faisaient pas trop, il n'y a pas de mélo, mais on suit vraiment des personnages qui essayent simplement d'aller mieux, de surmonter cette perte, enfin surtout Adam. Et voilà, c'est là que j'ai trouvé ça très bien écrit, très bien décrit. Avec l'atmosphère qui va avec. Et du coup, eh ben, j'ai trouvé ça vraiment très réussi, et c'est pourquoi je conseille quand même ce roman. Voilà, on est vraiment dans une espèce de roman psychologique sur le deuil. Voilà. Ouais, il faut savoir que quand même il y a des petites révélations également qui... Il n'y a pas que la psychologie. Bon, moi, je les ai vus plus ou moins arriver, donc j'ai pas été très surprise. C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur la psychologie, parce que j'ai trouvé que c'était ce qui était le plus intéressant, en tout cas dans ce roman. Et voilà pour toutes mes lectures d'octobre. J'espère que mes avis vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, ou si ce point lecture vous a tenté. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à vous faire part de mes avis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si mes avis vous ont intéressé. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!